Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une affaire tragique survenue le 18 octobre 2016 à Missoula, dans le Montana. L'histoire s'est déroulée au cœur d'un quartier résidentiel paisible et elle a bouleversé la région tout entière. Il s'agit d'un crime particulièrement douloureux car il implique non seulement la perte d'une mère aimée de tous, mais aussi celle de ses 2 enfants. Je sais que ce type de récit est difficile à entendre, mais il s'agit d'une enquête fascinante, tant par la personnalité des protagonistes que par la manière dont l'enquête a été résolue. Si mon travail vous plaît et que vous appréciez cette histoire, je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes futures publications. Le drame dont il est question concerne la disparition brutale de Lisa Turner et de ses 2 enfants, Emma et Jake, respectivement âgés de 9 et 6 ans. Lisa Turner avait 35 ans. C'était une personne dévouée à son entourage, profondément appréciée par ses voisins, ses collègues et ses élèves. Elle enseignait l'anglais dans un lycée local et ne comptait pas ses heures pour organiser des activités périscolaires et des ateliers de lecture. Au dire de ses proches, elle montrait une gentillesse et une écoute rare. Son ex-mari, dont elle était séparée depuis 2 ans, vivait à plusieurs kilomètres de là et voyait les enfants un week-end sur 2, bien qu'il eût des difficultés liées à l'alcool. Les tensions qui l'opposaient parfois à Lisa n'étaient un secret pour personne, mais leur entourage ignorait l'ampleur réelle de ces désaccords. Lorsque Lisa ne travaillait pas, elle aimait se plonger dans ses livres, sortir avec ses amis et s'occuper de son potager. Elle tenait beaucoup à cet espace vert, qu'elle disait être un refuge où elle pouvait réfléchir à l'avenir de ses enfants. Emma, sa fille, était une enfant curieuse, toujours un bloc de papier à dessin dans les mains, à griffonner des paysages, des fleurs, des scènes imaginaires. On la voyait souvent assise sur la terrasse, croquant le chat de la voisine, ou la silhouette des arbres qui bordèrent la maison. Quant à Jake, son fils, il débordait d'énergie. Son sujet favori était celui des dinosaures, dont il pouvait réciter les noms scientifiques avec un enthousiasme communicatif. Sa deuxième passion, c'était le sport. On le retrouvait régulièrement dehors, courant après un ballon ou ébauchant des figures de gymnastique pour amuser ses copains. Lisa était considérée par beaucoup comme la mère parfaite, ou presque. Son visage doux, ses cheveux clairs soigneusement attachés en chignon lorsqu'elle travaillait, lui donnaient une allure calme et rassurante. Elle avait le don d'écouter les autres, de percevoir leurs difficultés. Ses amis racontaient qu'elle avait toujours un mot de réconfort ou une tasse de thé chaud à offrir. Jamais personne, parmi ceux qui la fréquentaient, n'aurait imaginé qu'elle courait le moindre danger. C'était précisément la raison pour laquelle la nouvelle de son meurtre fut un choc brutal dans la commune. Le lien qui l'unissait à ses voisins était fort. Même si elle menait une vie discrète, elle cultivait plusieurs amitiés durables, parmi lesquelles celle avec un ancien militaire qui avait servi en Afghanistan. Il s'appelait Mark Evans, âgé de 38 ans. Lisa et Mark se connaissaient depuis plus de 15 ans, et leur complicité était évidente pour tous ceux qui les côtoyaient. Mark, grande carrure et cheveux bruns coupés courts, était souvent vu comme un protecteur bienveillant envers la famille Turner. Il arrivait que les voisins le surprennent en train de passer la tondeuse sur la pelouse de Lisa, de sortir les poubelles pour l'aider, ou même de jouer avec Emma et Jake dans la cour. Il avait connu des difficultés de réinsertion après son retour d'Afghanistan, marquées par des épisodes dépressifs et des cauchemars récurrents. Lisa l'avait soutenu au point d'en faire quasiment un membre de la famille. Le 18 octobre 2016, une soirée d'automne semblait s'être installée normalement dans ce quartier tranquille de Missoula. Pourtant, tout bascula lorsque plusieurs voisins entendirent des cris stridents provenant de la maison de Lisa, puis un bruit ressemblant à une détonation. L'un d'eux, terrifié, appela immédiatement les autorités, persuadé qu'un drame se déroulait juste à côté. Des sirènes retentirent quelques minutes plus tard. Une patrouille arriva et découvrit la porte d'entrée entrebâillée. Les agents se souvinrent par la suite de l'odeur métallique du sang et du silence pesant qui régnait à l'intérieur.
les enfants ne criassent plus. Lisa fut retrouvée gisant dans le salon, son corps portant plusieurs traces de coups de couteau à la poitrine. Les pièces étaient en désordre. Dans une chambre à l'étage, Emma et Jake étaient sans vie, chacun ayant reçu une balle dans la tête. Le spectacle était insoutenable, même pour ces professionnels habitués aux scènes de crime. Certains se souvinrent ensuite de la présence de quelques gouttes de sang dans l'escalier, témoignant d'une violence inouïe. Le premier enquêteur à être arrivé sur les lieux était un officier chevronné connu pour son sérieux et sa rigueur. Il raconta plus tard que la scène présentait des signes de lutte au rez-de-chaussée, laissant penser que Lisa avait tenté de se défendre ou de protéger ses enfants avant d'être mortellement blessée. En revanche, les chambres d'Emma et Jake ne portaient aucune trace de bagarre. La pièce de la fillette était restée propre, son cahier de dessin ouvert, et dans celle du petit garçon, le lit n'était même pas défait. Tout laissait entendre que l'assassin les avait surpris sans leur laisser la moindre chance de s'échapper ou de se protéger. Lorsque la police technique et scientifique prit le relais, elle passa au crible chaque parcelle de la maison. On photographiait les taches de sang, les projections, on prélevait des indices, des échantillons biologiques. Une voisine, encore sous le choc, déclara aux agents qu'elle avait aperçu, peu de temps avant leur arrivée, une silhouette grande et robuste, vêtue d'un sweat à capuche de couleur sombre, sortant précipitamment de la maison de Lisa. Sur le moment, elle n'avait pas osé sortir dans la rue pour s'en assurer, mais la présence d'une telle silhouette avait éveillé sa suspicion. En prenant conscience de l'horreur de la scène, elle s'en voulait de ne pas avoir agi plus tôt. Très vite, l'ex-mari de Lisa fut convoqué. Selon certains témoignages, il avait déjà eu des altercations violentes avec elle et, après tout, il restait le père des enfants. Toutefois, il s'avéra que ce dernier avait un alibi solide. Ce soir-là, il travaillait dans un bar situé à plus d'1 heure de route, et de nombreux témoins l'avaient vu à son poste. Certains enquêteurs persistèrent, malgré tout, à chercher d'autres incohérences, mais les vérifications successives confirmèrent ces dires. Dès lors, les soupçons se tournèrent vers quelqu'un d'autre. Dans la foulée, l'agent chargé de la première inspection interrogea brièvement les voisins, l'entourage et toute personne susceptible d'avoir des informations. On découvrit que Mark Evans, le meilleur ami de Lisa, était passé chez elle au cours de l'après-midi, comme il le faisait souvent. Un habitant de la rue déclara l'avoir aperçu plusieurs fois cette semaine-là, une fréquence inhabituelle. La nouvelle arriva aussi aux oreilles de la principale enquêtrice assignée à l'affaire, une inspectrice expérimentée dont la spécialité consistait à analyser les scènes de crimes complexes. Elle avait fait ses preuves en démêlant plusieurs affaires délicates par le passé, et la brutalité des faits la poussait à ne négliger aucun détail. Son adjoint, un collègue plus jeune, la secondait en recoupant les données et en menant certains interrogatoires auprès des témoins. Ensemble, ils coordonnaient les recherches, la collecte d'indices et les expertises médico-légales. Au fil des heures, le monde de Lisa prenait forme. Une existence stable, 2 enfants qu'elle chérissait, un ex-mari compliqué mais pas nécessairement violent à l'époque des faits, une nouvelle histoire sentimentale qu'elle avait peut-être commencé à partager avec son entourage. Et ce meilleur ami, Mark, présent depuis tant d'années. Il avait d'abord paru impensable qu'un proche aussi fiable puisse être mêlé à cette horreur. Pourtant, un élément de plus en plus troublant germait dans l'esprit de l'équipe d'enquête. Mark avait quitté son domicile la veille au soir, d'après sa logeuse, et personne ne l'avait revu depuis. Les enquêteurs se mirent en quête de le localiser pour éclaircir ses faits et gestes. En parallèle, la police se concentra sur l'analyse médico-légale. On récupéra, sur la scène de crime, plusieurs cheveux dans la main de Lisa. À première vue, on pensait qu'elle avait attrapé l'agresseur ou tenté de se défendre. Des échantillons d'ADN furent envoyés en laboratoire et, pendant que les résultats étaient en cours de traitement, une équipe se chargea de récupérer des enregistrements de caméras de sécurité des habitations voisines. Dans ces quartiers américains, il n'est pas rare qu'on installe des systèmes de surveillance, même rudimentaires,
sur des portails ou des garages. En scrutant plusieurs vidéos, l'une d'elles montra effectivement une grande silhouette sortant de la maison, encapuchonnée, se déplaçant d'un pas rapide vers un véhicule garé un peu plus loin. La qualité de l'image n'était pas excellente, mais un détail attira l'attention. Cette personne portait des chaussures de sport d'un modèle qu'on avait déjà vu Mark arborer à maintes reprises. Les bandes de couleurs distinctives sur le côté n'étaient pas banales. Les déclarations successives des témoins orientèrent encore davantage les soupçons. Une voisine indiqua que Lisa lui avait récemment confié qu'elle souhaitait présenter son nouveau compagnon à Mark, afin que ce dernier comprenne qu'elle avait pris un nouveau départ. Quelques semaines plus tôt, elle avait commencé à fréquenter quelqu'un rencontré lors d'un séminaire de formation. Cette confidence, racontait la voisine, avait semblé glacer le visage de Mark lorsqu'il en avait entendu parler. D'après la voisine, il aurait réagi par un commentaire vaguement sarcastique, puis s'était muré dans le silence. Tout portait à croire qu'il éprouvait pour Lisa un attachement qui dépassait la simple amitié, nourrie dans l'ombre pendant des années. Au cours de la semaine suivant le crime, les résultats du laboratoire tombèrent. L'ADN retrouvé dans la main de Lisa correspondait à celui de Mark Evans. Cet indice était décisif. Déjà fortement suspect, Mark était désormais activement recherché par les forces de l'ordre. Le dispositif de recherche, déployé dans tout le comté, mobilisa patrouilles et agents fédéraux, prêts à intervenir si Mark essayait de franchir les frontières de l'État. Les médias locaux commencèrent à diffuser des bulletins spéciaux, invitant la population à signaler toute personne correspondant à la description de Mark. Son portrait, le visage grave, cheveux bruns courts, fut diffusé à la télévision et sur Internet. Entre-temps, un autre détail émergea. Une réceptionniste d'un petit motel en périphérie de la ville reconnut Mark lorsqu'il vint louer une chambre discrète, payant en espèces. Elle fut intriguée par son comportement nerveux, son regard fuyant. L'employé du motel le vit trébucher contre un mur, comme désorienté, avant de remonter dans sa chambre. Après avoir vu son signalement à la télévision, cette réceptionniste contacta la police pour signaler qu'un client à l'allure correspondante était présent depuis 2 jours. Des unités spéciales se rendirent sur place pour l'interpeller. Mark ne tenta pas de fuir. On le trouva assis sur le lit, le regard vide, semblant peu surpris par l'arrivée des agents. Lors de son interrogatoire, il reconnut avoir poignardé Lisa et tiré sur les enfants, expliquant simplement qu'il ne supportait pas l'idée d'être mis à l'écart de leur vie. Il aurait agi dans un moment de fureur alimenté par son sentiment de trahison. L'horreur de ses aveux se répercuta dans la salle d'interrogatoire, où la principale enquêtrice conserva pourtant un calme stoïque, habitué à devoir démêler des atrocités. Mark décrivit sans émotion ce qui s'était passé, reconnaissant que Lisa lui avait annoncé son intention de refaire sa vie, qu'elle semblait même heureuse de lui présenter son nouveau compagnon. Il avait ressenti cela comme un abandon. Sa détresse et ses obsessions refoulées l'avaient poussé vers un acte irréparable. Les enquêteurs n'en revenaient pas. Mark avait toujours fait figure de pilier dans la vie de Lisa, comme un frère. Apprendre qu'il était capable d'une telle cruauté sema une stupeur profonde dans la police et dans la communauté. Le procès qui s'ensuivit attira une foule nombreuse dans le tribunal local. Les bancs étaient bondés de journalistes, de voisins, d'amis, tous venus pour tenter de comprendre comment un tel drame avait pu se produire. L'accusation, représentée par un procureur déterminé, mit en avant la préméditation évidente. Mark s'était présenté chez Lisa avec une arme à feu et un couteau, prêt à employer la force. Les preuves médico-légales, l'ADN, les témoignages de la voisine sur son attitude étrange, ainsi que les enregistrements de caméras montrant sa silhouette, constituaient un dossier accablant. L'avocat de la défense tenta, dans un premier temps, de plaider l'altération du discernement, avançant que Mark, traumatisé par son passé militaire, avait subi un accès de démence. Il souhaitait aussi montrer que l'emprise émotionnelle sur Lisa était née d'un amour non déclaré,
jamais réglée psychologiquement, et avait pu conduire à une impulsion incontrôlée. Le déroulement du procès fut marqué par des confrontations verbales intenses. Les jurés écoutaient, la gorge nouée, les témoignages sur la personnalité de Mark, le passé de Lisa et le quotidien des enfants. L'instant le plus éprouvant fut sans doute lorsque la procureure fit projeter des photographies de la scène du crime, pour démontrer la violence extrême dont avait fait preuve l'accusé. Certains jurés se détournèrent, profondément affectés. De son côté, Mark resta impassible, baissant les yeux, ne montrant ni regret ni émotion. Les plaidoiries finales, à charge et à décharge, scellèrent rapidement la position du jury. Les délibérations ne prirent pas plus de quelques heures. Tous les éléments de l'enquête convergeaient vers la culpabilité de Mark. Il fut reconnu coupable de triple homicide avec circonstances aggravantes. Au moment où le juge prononça la sentence, un silence total tomba dans la salle. La réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, s'imposa comme l'unique issue à un acte aussi impardonnable. Les proches de Lisa, présents au tribunal, essuyèrent leurs larmes. Certains quittèrent l'enceinte après la lecture du verdict, trop bouleversés pour faire la moindre déclaration. Cette affaire bouleversa durablement la ville. Dans les mois et les années qui suivirent, la maison où le drame s'était déroulé resta longtemps vide, comme chargée d'une aura sombre. Les voisins, secoués, mirent en place des veillées et un mémorial à la mémoire de Lisa, Emma et Jake. On y déposa des fleurs, des peluches, des dessins d'enfants, et souvent, on racontait que ceux qui déposaient à ces offrandes se recueillaient en silence pour songer à tout ce qui avait été perdu. Les collègues de Lisa au lycée organisèrent un événement caritatif, récoltant des fonds pour sensibiliser à la nécessité d'intervenir vite en cas de détresse psychologique avérée dans l'entourage. Personne ne comprenait comment un ami intime, un homme si souvent souriant et prêt à rendre service, avait pu basculer dans la violence la plus inimaginable. Quelques mois après le verdict, certaines connaissances de Mark se rendirent compte qu'il s'était isolé bien avant les meurtres, rejetant progressivement tout soutien psychologique. Un de ses anciens camarades militaires expliqua qu'en Afghanistan, Mark avait vécu un traumatisme majeur, voyant plusieurs frères d'armes tomber sous ses yeux. Lisa, dans sa bonté, était parvenue à l'aider, du moins temporairement, à retrouver un semblant de stabilité. Pour autant, un amour non déclaré, une jalousie dévorante et la peur de l'abandon avaient grandi en lui comme un poison. Les enquêteurs et les experts interrogés conclurent que ces facteurs psychiques, sans minimiser la gravité de ses actes, avaient pu contribuer à son passage à l'acte. Mais rien ni personne ne pouvait justifier la sauvagerie dont il avait fait preuve contre une femme qu'il prétendait chérir et contre 2 enfants innocents. Dans le quartier, on s'organisa pour qu'un proche de la famille puisse récupérer les quelques affaires de Lisa et de ses enfants, afin qu'elles ne finissent pas dispersées ou jetées. Les dessins d'Emma furent donnés à un centre culturel local, où ils sont exposés dans une petite salle commémorative. Les jouets de Jake, notamment sa collection de figurines de dinosaures, furent offerts à l'école primaire qu'il fréquentait, ce qui donna lieu à une émouvante cérémonie en sa mémoire. Les jeunes élèves, qui ignoraient encore la teneur exacte de la tragédie, comprenaient seulement qu'un de leurs camarades ne reviendrait plus. Certains instituteurs durent leur expliquer, avec des mots simples, que le monde n'est pas toujours juste et qu'il faut parfois veiller les uns sur les autres avec la plus grande vigilance. Pendant cette période, l'ex-mari de Lisa se montra étonnamment touché. Il s'arrangea pour honorer la mémoire de la mère de ses enfants et tenta de démêler ses propres regrets. Plusieurs habitants racontèrent avoir croisé cet homme, autrefois porté sur la boisson, devant un centre de soutien psychologique, cherchant un moyen de faire la paix avec son passé et le deuil d'une famille qu'il n'avait peut-être pas su protéger. Tous les témoignages dépeignaient désormais une solitude immense. Les médias,
tout d'abord friand de détails, se lassèrent peu à peu de l'histoire, à mesure que le temps passait et que Mark restait enfermé dans sa cellule, loin de la société. Il n'y eut pas vraiment de rémission pour ceux qui avaient connu Lisa. La peur et l'incompréhension demeurèrent. Certains voisins confièrent qu'ils éprouvaient une culpabilité à l'idée de n'avoir rien pu faire pour empêcher l'irréparable. La voisine qui avait entendu les bruits d'effraction se demanda pourquoi elle n'avait pas accouru plus tôt. C'est un sentiment que partagent souvent les survivants et témoins de ce type de crime. Un questionnement permanent sur ce qu'on aurait pu changer, ce qu'on aurait pu remarquer. Les psychologues chargés d'aider la communauté insistèrent sur le fait qu'il était impossible de prévoir un tel accès de violence chez Mark, d'autant que celui-ci présentait une facette amicale qui trompait aisément tout le monde. Aujourd'hui encore, lorsque l'on évoque l'affaire, ceux qui avaient connu Lisa Turner en gardent l'image d'une personne qui illuminait son entourage de sa gentillesse. On se rappelle aussi, avec une tristesse infinie, le sourire d'Emma et de Jake, partis beaucoup trop tôt. Cette tragédie rappelle avec force combien la frontière entre confiance et trahison peut être ténue. On veut croire que Lisa n'aurait jamais imaginé un seul instant que son amie de longue date pût s'attaquer à elle et à ses enfants. Pourtant, c'est précisément ce qui s'est produit, soulignant combien il est indispensable de rester attentif aux signaux de détresse, même chez des gens en apparence solides. Pour conclure, je dirais qu'en vous partageant cette histoire, j'espère rappeler l'importance de prendre conscience des signaux d'alarme dans nos relations, de surveiller ceux qui nous entourent et de ne jamais sous-estimer l'impact de l'isolement et du chagrin sur l'équilibre mental d'une personne. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ça me touche énormément. J'ai d'autres vidéos où je présente des enquêtes tout aussi passionnantes, alors n'hésitez pas à aller y jeter un œil. J'ai aussi abordé des affaires plus anciennes qui vous intéresseront sans doute si vous êtes passionné de true crime. J'ai enfin des playlists dédiées pour ceux qui souhaitent en apprendre plus sur certaines techniques d'investigation. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.